L'État vient d'investir très discrètement 100 millions d'euros dans un nouveau fonds souverain pour acheter des brevets. Alors que l'on cherche par tous les moyens à réduire la dépense publique, était-ce vraiment si impératif? Pour en parler, j'accueille Pierre Olivier, cofondateur de Winov, ancien directeur de la stratégie technologique de Thomson et d'Areva T&D, et auteur de l'étude sur la propriété intellectuelle du Commissariat général à la stratégie et à la prospective. Pierre Olivier, bonjour. Bonjour. Alors, était-ce si impératif d'investir 100 millions pour acheter des brevets? 100 millions qui s'ajoutent aux 100 millions déjà dotés à France Brevet, bien qu'ils ne soient pas encore utilisés. Alors pourquoi justement un tel empressement alors qu'on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, même l'avenir tourne le dos à la propriété intellectuelle? Je pense à l'open source, à l'open data, à la co-création, à l'économie collaborative, tous ces éléments qui semblent montrer qu'on s'oriente vers une économie du partage plutôt que de la propriété. Alors, quelque part, est-ce que le brevet n'est pas finalement nuisible à l'innovation? Tout d'abord, on partage ce qui appartient déjà à quelqu'un pour pouvoir le garder, le faire vivre. Et sinon, vous ne partagez que l'espace d'un instant et ça disparaît. La réponse à votre question n'est pas nécessairement à la mode, mais elle est dans les faits. Le brevet est et deviendra de plus en plus un élément clé de l'ère numérique. Alors tout ceci se joue, en fait, c'est joué sur une pièce en 3 actes, si on veut. L'acte 1, c'est au début des années 80, lorsqu'il a commencé à y avoir une lutte, finalement, entre les pro-propriété intellectuelle et les anti-propriété intellectuelle, au sein desquels on pourrait noter Google, par exemple. En 2011, Apple déclare la guerre à Samsung, ce qui inspire d'un seul coup de centaines d'entreprises pour faire la même chose. Et d'ailleurs, cette guerre, Apple l'a gagnée en 2012. La bataille, on pourrait dire, plutôt que la guerre, on ne sait jamais exactement où ça s'arrête. C'est un acte 2, finalement, qu'on peut imaginer, où des condamnations se répètent, continuent, de telle sorte qu'aujourd'hui, on peut imaginer qu'il existe en gros 5000 litiges autour des brevets dans le monde sur une année, avec un montant moyen de condamnation qui est presque de 5 millions d'euros. De dollars, pardon. 5 millions de dollars par condamnation. Par condamnation. Du coup, Google a fait totalement volte-face, rachète Motorola, rachète Nest, et refonde sa stratégie, son développement sur un portefeuille de brevets. Donc c'est un coup de théâtre considérable, puisque Google, qui était anti-propriété intellectuelle, se met à avoir une stratégie pro-propriété intellectuelle. C'est un tremblement de terre dans ce monde. Facebook a d'ailleurs continué à lui emboîter le pas. D'accord. C'est un acte 3 qu'on voit apparaître, puisqu'il y a un effet d'entraînement et les dépôts de demandes de brevets augmentent, deviennent de plus en plus, explosent. Et on voit apparaître en quelque sorte aux États-Unis depuis un certain temps un marché de brevets. Un marché de brevets qui n'existait pas. Qui n'existait pas vraiment. Alors ce marché, c'est un peu comme un marché de diamants, c'est-à-dire qu'il n'est pas classiquement avec des valeurs certaines. Mais par contre, on voit qu'à l'unité, ces brevets ont une certaine décote. Si vous prenez un brevet unitaire, il vaudra moins que s'il est en lot avec d'autres brevets. Combien il vaut à l'unité, par exemple? Peut-être, je ne sais pas, 50 000 $, peut-être 200 000 $. Donc il vaut mieux l'acheter par lot. Et à ce moment-là, les valorisations sont meilleures. Les transactions constatées parmi les grandes transactions, Apple, Google, Nortel, etc., montrent qu'on tourne autour de 1 million le brevet lorsqu'on achète des collections. Et il y a des fonds qui se constituent autour de ces brevets? Aujourd'hui, on considère qu'il existe peut-être 750 fonds qui ont une capacité d'achat de 8 milliards de dollars sur une année. D'accord. Et dans ce théâtre, quel rôle peut jouer la France? Alors, si on cite les rapports Jouyet-Lévy ou le rapport Guélec en 2006, ceux-ci préconisaient fortement, puisque la France, au fond, est surtout fondée sur de la recherche, de valoriser cette recherche à travers les brevets. Alors, ce n'était pas tout à fait visible, mais c'était une préconisation forte de l'époque. Alors, si ça manque de visibilité, on peut comprendre que derrière la création de France Brevet et même celle du fonds souverain, finalement, la lettre de mission est quasiment incompréhensible. C'est peut-être vrai, mais il faut quand même noter, par exemple, France Brevet attaque en contrefaçon LG, HTC, c'est récent,
Donc deux entreprises asiatiques. Deux entreprises asiatiques qui en fait contrefont des brevets qui sont en gestion chez France Brevets. D'autre part, les fonds affectés récemment au fonds stratégique laissent à penser qu'il existe une forte détermination des pouvoirs publics français. D'accord, mais alors la France, comment elle se situe en qualité d'inventeur sur la scène mondiale? Par exemple, Thomson Reuters nous considère comme étant sur le podium des quelques rares inventeurs, innovateurs mondiaux. Alors j'ai vu que la Cour des comptes avait analysé les transactions des brevets et constate que 90% de ces transactions correspondent à des cessions contre seulement 10% d'acquisitions. C'est bien là une faille du système français, qu'a d'ailleurs révélé France Stratégie à l'époque, récemment, le commissariat général à la stratégie et à la prospective, où vous vous rendez compte que si vous vendez 90% de vos technologies alors que vous n'en achetez que 10%, eh bien, il y a un déséquilibre qui se crée, surtout dans une ère numérique où on imagine demain des objets connectés. Ça veut dire que tous les objets connectés, votre montre, votre mesureur de pouls, votre balance, eh bien, vous devrez payer des royalties à des détenteurs de technologies américains ou coréens, par exemple. Donc là, on parle d'enjeux en termes de balance technologique entre les différents États, mais est-ce qu'il y a des enjeux en termes de stratégie des États eux-mêmes? On peut effectivement le voir comme ça. Barack Obama a montré dans son veto contre Samsung qu'il privilégiait finalement une entreprise américaine, Apple, qui était menacée par Samsung de ne plus pouvoir faire venir sur le territoire américain ses propres produits. Ce qui veut dire qu'un État, aujourd'hui les États-Unis, prend fait et cause pour une entreprise américaine. Voilà, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il existe un véritable enjeu territorial et que les Américains ont pris cet enjeu sérieusement et l'appliquent. D'ailleurs, depuis les années 80, on pourrait le montrer aussi. Donc ça, c'est un phénomène important. Vous vous rendez compte aussi qu'ils ne sont pas les seuls, désormais. La Corée, derrière, a répliqué en augmentant son fonds stratégique d'un seul coup de 350 millions en termes de capacité. Et suivi derrière, vous avez Singapour, vous avez un certain nombre, Taïwan, le Japon, qui s'y mettent également. Alors ça, donc on parle des enjeux stratégiques au niveau de l'invention elle-même, donc au niveau des technologies, mais est-ce que la technologie à elle seule explique l'économie, la croissance Non, d'ailleurs, même en revenant sur la France, le rapport Morand en 2009 voulait vraiment montrer que les innovations ne sont pas uniquement technologiques. Il déterminait qu'il fallait dénommer des innovations comme étant des innovations d'usage. Prenez l'exemple pinching et zoom, qui est un usage typique qui s'appuie sur des technologies. Donc j'ai un smartphone, j'écarte avec 2 doigts, ça fait un zoom, ça c'est une innovation d'usage. Qui est déterminante d'ailleurs, qui a été clé dans les batailles récentes en termes d'enjeux économiques. D'accord, donc c'est ce qui boucle un petit peu l'équation entre invention, innovation, croissance. Voilà, c'est-à-dire les enjeux économiques sont de cet ordre. Voilà, c'est-à-dire que là, vous vous rendez compte qu'il y a une espèce de boucle de l'innovation qui est d'ailleurs universelle, ça a toujours été comme ça dans le passé, technologie, on s'appuie sur des technologies qui viennent banaliser, on en crée des usages, et réciproquement, ça incite de créer de nouvelles technologies. Donc là, on a bien un cycle invention, innovation, croissance, qui se met en place. Alors vous disiez en introduction que le brevet allait être un des piliers de l'ère numérique. Alors on comprend mieux avec cette grille de lecture pourquoi l'État a donc cette action déterminée en faveur du brevet, bien que ça soit quelque chose qui soit pas tout à fait dans l'air du temps. Et finalement, in fine, la stratégie, est-ce que ça ne consiste pas à se doter d'une arme de dissuasion intellectuelle? Une arme de dissuasion peut-être, mais aussi une manière de vouloir tirer parti, tirer profit, pérenniser sur le territoire français en l'occurrence, puisque nous parlons de la France, des retombées économiques et sociales des inventions françaises, qui, rappelez-vous, 90%, 10%, et bien ça, il faut l'inverser en faveur de l'économie française. Pierre Olivier, fondateur de Winov, merci. Merci à vous.